Hey yo! Vous savez, dans la vie, il y a un truc que j'adore, c'est l'ironie. L'ironie de vouloir traiter une étude scientifique sur la solitude des personnes autistes à haut niveau, qu'on va remplacer par niveau 1, qui est un terme un peu plus approprié par rapport à la science moderne, et que du point de vue de toute manière des associations d'autistes, on parle de spectre. On parle de spectre autistique, donc yeah. Mais du coup, on va bien rire. On va bien rire. L'ironie, c'est que je suis seul dans le stream, il n'y a personne avec moi. Et pour autant, je vais quand même y aller, il va falloir lire tout ce bordel. Combien de pages? 10. Ouais, mais les références sont partie de la page 9. Et c'est parti. Du coup, on va lire ce petit abstract. La solitude et l'amitié ont été étudiées chez 22 enfants autistes à haut niveau de fonctionnement, de niveau 1. 19 enfants au développement typique appariés aux enfants autistes en fonction du QI, de l'âge chronologique, du sexe, du niveau d'éducation de la mère, de l'origine ethnique. Des enfants âgés de 8 à 14 ans ont été invités à faire part de leur compréhension et de leur ressenti de la solitude ainsi que la qualité de leur relation amicale. Par rapport aux enfants et au développement typique, les enfants autistes se sentaient à la fois plus seuls et avaient une compréhension moins complète de la solitude. Bien que tous les enfants autistes aient déclaré avoir au moins un ami, la qualité de leur relation amicale était en moindre termes de compagnie, de sécurité et d'aide. On a observé moins de liens entre la solitude et l'amitié chez les enfants autistes que chez les enfants non autistes. Ce qui suggère une compréhension de moindre de la relation entre la solitude et l'amitié. Les implications de ces résultats sont examinées dans le cadre de la conceptualisation des déficits sociaux liés à l'autisme. Euh, je rappelle que du coup, cette étude qu'on est en train de lire était référencée dans l'étude précédente, qui était sur les premières impressions des personnes autistes en essayant de diminuer en essayant de voir c'est quoi les facteurs et souvent c'est pas vraiment ça. Bon, bref, ça fait suite à une étude précédente, donc il suffit de remonter dans la playlist de sciences. J'ai dû la mettre. Du coup, on est parti d'une référence et on descend dans une référence un peu plus basse. Soit dit en passant, j'aimerais aussi corriger une erreur pour BAP. C'est Broader Autism Phenotype. Il semblerait que c'est juste moi qui. Donc, phénotype plus large d'autisme. C'est juste moi qui dis en Broader de ces personnes, puisque mon cerveau il est en mode, oui, c'est des personnes adjacentes, donc quelque chose dans le genre, border. Bref. C'est intéressant linguistiquement, il y a quelques études sur le fait de remplacer les mots par des mots qu'on a plus l'habitude d'utiliser. Parce que Broader Autistic Phenotype à Autism Phenotype, je sais plus c'est lequel déjà, entre autisme et autistique. C'est pas des mots que j'utilise souvent non plus. Ok, cool, là il y a des paragraphes par paragraphe. Donc, introduction. Je vais essayer de faire de mon mieux sur ma voix, mais pas de promesse, sachant que ma voix femme est quasiment impossible à tenir, j'ai un peu la flemme d'essayer de la faire en lisant des articles aussi longs. Ceci dit, ça devrait la rendre moins monotone si j'essaye de la féminiser, donc on va essayer juste à ce niveau-là, pas plus. C'est pas vraiment féminisé, mais ça devrait aider. La solitude est un sentiment indésirable associé à des émotions négatives, Margali 1940. Les sentiments de solitude peuvent résulter d'un désir inassouvi d'avoir des amis, de la prise de conscience du fossé entre le statut social réel et le statut social souhaité, ainsi qu'un manque de lien affectif. Ainsi, la solitude est une émotion complexe qui dépend fortement de l'influence des pairs. Yeah. J'aime des introductions qui me disent exactement ce que je sais. C'est moins pratique. J'ai été obligé de le récupérer en PDF parce qu'à la base, cet article est payant. Je ne dirais pas comment j'ai récupéré le PDF. J'ai probablement payé et pas du tout allé sur Sayab.
Les théories sur la solitude distinguent deux formes fondamentales. Ou alors j'ai demandé à des amis de me donner le PDF. Qui sait, qui sait. La solitude émotionnelle et la solitude socio-cognitive. La solitude émotionnelle correspond aux réactions subjectives face à l'absence de lien affectif avec certaines personnes, ce qui entraîne la tristesse, de la peur, de l'agitation et un sentiment de vide. La solitude socio-cognitive repose sur des processus cognitifs tels que l'auto-évaluation, la perception de soi, la comparaison sociale. La solitude socio-cognitive survient lorsque les enfants perçoivent leurs relations sociales comme insatisfaisantes ou lorsqu'ils ne disposent pas de réseaux sociaux ou de groupes de pairs accessibles, contrairement à la tristesse ou au vide résultant de la solitude émotionnelle. La solitude socio-cognitive engendre des sentiments d'exclusion, d'absurdité, de marginalité et d'ennui. Sauf part, ça ressemble à mon vécu dans l'enfance, et on a vu que les personnes autistes avaient moins de chances d'avoir des amis dans l'étude précédente. Les enfants d'âge scolaire comprennent ces deux formes de solitude, celle associée au fait d'être seul. Je rappelle que... et celle liée au fait d'être triste. Voilà. Je rappelle. Je rappelle que dans l'étude précédente qu'on a observée, comment dire, les personnes, on avait des personnes autistes, genre, recevaient des premières impressions négatives en à peine quelques secondes. Genre, vraiment en une demi-seconde. Genre, les premières impressions montraient bien qu'à chaque fois, les personnes autistes étaient jugées plus négativement. Automatiquement. C'est ça le but de l'illustration. Donc, on part de connaissances qu'on a déjà à ce niveau-là. Donc, on n'est pas étonné que des personnes autistes se retrouvent plus seules que les autres. Il n'y a qu'aucune de ces deux formes de solitude n'ait fait l'objet d'études systématiques chez les enfants autistes. Elles ont toutes deux fait l'objet de spéculations dans les rapports cliniques. En 1943, Kanner a décrit une série d'enfants qui se contentent de jouer pendant des heures avec des objets, entretiennent peu de relations avec les autres, et dont on a observé qu'ils évoluaient au milieu des autres enfants. Hop. Comme un être étrange, tel on se déplace entre les meubles. Je pense que cette traduction est pas très bien. Yeah. Ouais, so far, ça ressemble. Moi, tant que tu me foutais la paix, je te foutais la paix. Hein. Kanner a évoqué un puissant désir d'être seul chez ses enfants. Le désir d'être seul ou de solitude, cependant, est distinct de la solitude. La solitude, lorsqu'un individu choisit délibérément d'être seul ou de jouer seul, est associée à une situation agréable, positive et parfois même souhaitable. Dans l'ensemble, il n'est pas clair si les enfants autistes sont satisfaits de leur solitude, comme le suggère Kanner, et ne sentent donc pas seuls, ou ils se sentent en réalité seuls et aspirent à s'engager dans des relations sociales. Telle distinction est cruciale compte tenu du débat sur la question de savoir si la nature... J'ai pas tout copié. Je me demande si je pourrais pas juste le mettre sur la gauche. Sur la nature même du trouble, est-il affectif ou cognitif? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est pas ça. Voilà. Ça devrait, hein. Bon. J'aurais regardé rapidos. Continuons.
Ma souris qui est un peu trop sensible, mais j'ai l'habitude d'être avec cette sensibilité un peu normale. Mais pour récupérer des petits trucs comme ça, c'est un peu chiant. La solitude émotionnelle et la solitude socio-cognitive sont toutes deux pertinentes pour l'étude de l'autisme, étant donné que la solitude est liée à une capacité fondamentale à appréhender les relations et à ressentir et vivre des émotions en lien avec cette compréhension. L'étude de la solitude peut contribuer au débat visant à déterminer si l'autisme est un trouble des processus cognitifs ou sous-jacent, ou un trouble des processus affectifs et émotionnels fondamentaux. On continue. Plus précisément, les deux principales théories concernant la compréhension des déficits fondamentaux de l'autisme conduisent à des visions différentes quant aux sentiments et à la compréhension de la solitude chez les enfants autistes. L'approche cognitive de l'autisme nous laisserait supposer que les déficits cognitifs spécifiques associés à la capacité des enfants à comprendre les pensées d'autrui et à raisonner sur des situations sociales se traduiront par une compréhension limitée de la forme socio-cognitive de la solitude. Et il y a plusieurs citations. On va essayer de skipper les citations, ça fait que ralentir le processus. Peut-être pour ça que j'ai dû apprendre tout ça à l'âge adulte. Genre comment construire des relations sociales parce que j'étais peut-être pas intéressé. Cette hypothèse s'explique par le fait que la solitude socio-cognitive dépend fortement de la capacité cognitive des enfants à comparer leurs expériences sociales à celles des autres enfants. L'enfant perçoit alors un réel écart entre son statut social réel et celui qu'il souhaiterait avoir. Et au moment où tu penses t'apercevoir que ça va pas, te rends compte, comparé aux autres, tu te rends compte que en fait, quoi que tu fasses par défaut, les gens ils vont avoir une mauvaise première impression de toi. Surtout pour les personnes autistes. Encore une fois, c'est le délire de l'étude précédente. C'est le délire de l'étude précédente, c'est de montrer que c'est même pas. Non, c'est vraiment dès la première impression que par défaut ça va pas, quoi. En revanche, la théorie affective considère l'autisme comme un trouble biologique de l'engagement affectif et les relations aux autres. Selon cette approche, les enfants autistes ne possèdent pas la capacité fondamentale de ressentir des émotions liées aux relations. La théorie affective de l'autisme serait présager des difficultés à comprendre l'aspect émotionnel de la solitude, car celle-ci reflète le besoin de l'enfant d'établir des liens affectifs. Je lisais d'autres études sur l'autisme, by the way. Au final, il y a une empathie affective qui fonctionne, mais sur la joie pour les personnes autistes. Du coup, c'est un peu ironique. C'est un petit peu ironique. En gros, tu peux pas partager des émotions négatives parce que tu veux les partager en tentant de passer dans l'empathie cognitive versus l'empathie affective que tu peux utiliser pour partager la joie. Et c'est là, c'est con à dire, mais là, sauf que c'est dur d'être joyeuse quand t'es autiste. C'est dur d'être joyeuse quand t'es trans, c'est dur d'être joyeuse sur beaucoup de sujets. C'est bon? Est-ce que le mammouth a été capté, Valtteri? Plusieurs questions se posent donc. Les enfants autistes se sentent-ils plus seuls ou sont-ils simplement solitaires? Comprennent-ils? Je dirais qu'au départ, tu te sens solitaire et le plus on te force à avoir des relations et tu vois que ça marche pas, le plus tu te sens seul. Comprennent-ils les aspects à la fois émotionnels et cognitifs de la solitude? Quel est le lien entre les conceptions de ce qu'est un ami et la qualité de leur relation amicale d'une part et de leur compréhension et de leur ressenti de solitude d'autre part? J'ai 30 ans bientôt et je sais toujours pas ce que c'est vraiment un ami, si ce n'est des personnes avec qui tu passes plus de temps que les autres et que tu apprécies plus que les autres. Parce que les autres, bah, tu les connais pas. Did the man got recorded for you, Valtteri? Because I did say man for your reading. You heard it. Nice.
Oh, by the way, Valtteri, I was correcting myself about something I did in the previous stream. For BAP, it's not broader autistic people or person, it's just broader autistic phenotype, which is which is about which like I saw that there are studies about the mind changing words to words that are closer to you, and you may know the context and how should I put it, the sense of something, but you know the thing, but you cannot record the title properly. And I'm doing that a lot. So that's something I'm thinking of reading in the future. But that's it. Anyway, je vais continuer la traduction de tout ce bordel. Cette étude explore la notion de solitude d'amitié chez les enfants autistes, les conceptions et la compréhension qu'ont les enfants de la solitude et de l'amitié sont examinées à travers des entretiens directs avec eux. Des questionnaires d'auto-évaluation sont également utilisés pour analyser la façon dont les enfants évaluent leur solitude et la qualité de leur relation amicale. Cette étude porte uniquement sur des enfants autistes à haut niveau de fonctionnement. Ouais, donc actuellement on dirait plutôt niveau 1, comme je le disais. Je vais le redire à chaque fois. Maintenant que je vais dire haut niveau de fonctionnement, c'est parce que c'est ce qui est dit, mais... Ce qui permet de distinguer les déficits propres à l'autisme associés au retard mental. C'est aussi pour ça qu'ils prennent des personnes de niveau 1. C'est parce que les personnes de niveau 1 requérant moins de support, tu sais qu'elles vont pas avoir de... Après, par contre, j'ai un problème avec le nombre d'échantillons. On va voir s'il y a des petites astuces statistiques pour faire fonctionner le tout. L'échantillon comprenait 22 enfants autistes à haut niveau de fonctionnement, dont une fille âgée de 7 ans et 11 mois, à 14 et 18 mois. What? Ainsi que 19 enfants neurotypiques. Donc ils ont pris 20... Ok, basiquement ils ont pris le même nombre d'enfants neurotypiques et le même nombre d'enfants, et ils ont pris le même nombre de personnes de différents genres. Savoir une. Have a great stream, thank you. Darkwell. Les scores de QI global visaient de 94 à 68 pour les enfants autistes, tel que mesuré par le blablabla. Moi, chaque fois j'ai mon problème avec le QI, mais bon, de 92 à 129 pour les enfants neurotypiques. Il y a beaucoup de vidéos pour expliquer pourquoi le QI est un problème. Je vais pas m'embêter à débunker ça. Moi, je vois leur intérêt de pouvoir s'assurer que les choses soient bien stables, entre guillemets. Mais moi, je ne vais pas m'embêter avec le truc. C'est juste qu'ils ont pris des... C'est juste un classique en recherche d'essayer de faire en sorte que toutes les variables soient les mêmes sur plusieurs sujets. Ces échantillons comprend principalement des garçons pour deux raisons. Premièrement, l'autisme est plus fréquent chez les garçons. Alors, mais c'est une étude qui date des années 2000. C'est juste qu'ils ne savaient pas détecter correctement l'autisme chez les femmes. Ça, ils ont bossé dessus, mais bon. On parle d'une étude des années 2000, donc de toute façon, c'est pas ce qui vous intéresse dans l'étude, mais je rappelle que c'est faux. De sorte que le rapport garçon-fille devait être encore plus élevé chez les enfants au niveau de fonctionnement. Lorsque les filles sont touchées, elles ont beaucoup plus de types de présenter un retard sévère. Ouais, attends. C'est juste que les autistes de niveau 1 chez les femmes masquent encore plus et plus rapidement. D'ailleurs, un effet qui se coule avec la transition de personnes autistes, par exemple comme moi, c'est que le masque devient féminin.
Mais bon, je vais pas m'embêter à aller chercher toutes les études sur tout le sujet. Une petite seconde. Ah. Euh, Les enfants autistes ont été recrutés auprès de l'Institut de neuropsychiatrique de l'UCLA et les centres locaux. Les enfants neurotypiques ont été recrutés dans les écoles publiques locales et appareillés à l'échantillon enfants autistes en fonction de blablabla. Encore une fois, on essaie de faire en sorte que... J'essaie de skipper le plus tout ce qui va être méthode, etc. Encore une fois, je vais plus m'intéresser à la discussion parce que la discussion est plus intéressante que le reste. Avant de participer à l'étude, les enfants atteints d'autisme avaient été diagnostiqués par des psychologues et des psychiatres agréés n'ayant aucun lien avec la présente étude. Tous les enfants autistes répondaient à des critères des troubles autistiques décrits dans le DSM-4. Moi, je rappelle qu'on est au 5 maintenant, donc et que même le DSM-5 a des problèmes. Je crois qu'il y a un DSM-6 en cours, ou alors qui est en bêta, quelque chose. À savoir, apparition des symptômes avant l'âge de 36 mois, une altération qualitative des interactions sociales, une altération qualitative de la communication, et des anomalies dans le langage, blablabla. Comportement stéréotypé, restreint, répétitif. Bon, basiquement, tout ce que tu peux voir physiquement chez une personne autiste. Well, congratulations on your watch streaks of 15. Great for you, I guess. Alors. Là, c'est pour voir les petites différences, hein. L'entretien diagnostic de l'autisme a été révisé ADI, et a été administré aux parents, enfin, des enfants. Je vais prendre un photo. You lost your watch streak? What do you mean? You were there last time? I'm sorry, because I'm not allowing clips, so if you lose the watch streaks, you can't get it back. Because as a trans person and queer on the internet, I don't like the idea of being clipped, you know? So I'm sorry. Yeah, I was checking something before launching the stream, and I forgot to check. It was on VGen. Because you're the one who sent the money for it, so let me check. Yeah. Currently, Grey Monster is working on the new emojis for the channel. So, new emojis soon. You may have lost your watch streak, but you will have contributed to the new emoji. Okay, let me check our Trello. And no, our Trello, I'm just on waiting list, but on VGen, she said it's a work in progress. So
We'll see, we'll see. I don't know how long she will take. Usually for emojis, it doesn't take too long. L'entretien diagnostic de l'autisme a été administré aux parents des enfants afin de confirmer le diagnostic et d'obtenir des informations supplémentaires derrière le développement et l'histoire récente des enfants. L'ADIR est un entretien standardisé mené par un enquêteur s'appuyant sur des critères de l'autisme, yada yada, sur des descriptions. Je suis désolé, la méthode à chaque fois, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais basiquement, ils sont assurés que les enfants autistes étaient bien autistes. Sur les comportements qui mettent l'accent sur les écarts de développement plutôt que sur les retards de développement. C'est aussi pour ça qu'ils se sont assurés que les personnes étaient bien autistes et qu'ils étaient high functioning. Des signes de retard de développement. Les 22 enfants autistes avaient tous présenté des signes de retard de développement pour l'âge de 36 mois. 18 enfants répondaient aux critères de l'ADIR et les 4 autres répondaient à 3 de ces 4 critères. Comme le montre le tableau 1, le groupe témoin d'enfants au développement typique a été apparié aux enfants autistes. En fonction de l'âge chronologique, yada yada, groupe en ce qui concerne les variables démographiques. Ok. On va entrer dans les morceaux un peu plus intéressants. Sachant que je m'embête pas plus que ça avec les mesures que les conclusions que ces gens en tirent. Si ce n'est que peut-être qu'avec les mesures, on peut être en désaccord avec la conclusion. Parce que, des fois, un peu la flemme de tout interpréter quand il y a des gens qui ont déjà fini leur recherche et qui ont bien interprété normalement. Alors, mesure et processus de codage. Solitude. L'échelle d'évaluation de solitude, donc ils ont utilisé une échelle d'évaluation de la solitude, est un questionnaire standardisé à remplir par les enfants eux-mêmes destiné à évaluer leur sentiment global de solitude. Le questionnaire comprend 24 items notés sur une échelle à 5 points allant de pas du tout vrai à toujours vrai. 16 items concernant les sentiments de solitude et de satisfaction sociale. Par exemple, je n'ai personne à qui parler en classe, je n'ai pas d'amis en classe, je me sens seul à l'école. 8 items supplémentaires servent de remplissage et portent sur les loisirs, les centres d'intérêt et les préférences en matière de scolaire. L'enfant obtient un score total de solitude basé sur les 16. Une petite seconde. Sur les 16 items, qui du coup le score va de 16 à 80. Le plus haut score, le plus l'enfant se sent seul. Je suis pas catché. De nombreuses données montrent que l'échelle d'auto-évaluation de la solitude est valable sur le plan psychométrique chez les enfants au développement typique, de la maternelle jusque... Excusez-moi. De la maternelle jusqu'au début de l'adolescence, ainsi que les enfants présentant un développement atypique en cas de retard mental. Pour les troubles d'apprentissage, il a été démontré que cet instrument présente une cohérence interne et une stabilité sur une période de 12 mois. Ok. On continue. Toute l'échelle d'auto-évaluation de la solitude nous a permis aux enfants de définir la solitude. Peux-tu décrire ce qui signifie se sentir seul et donner un exemple d'une situation où ils se sont sentis seuls? Conformément à la procédure de Cassidy et HR, les définitions de la solitude données par les enfants ont été codées selon 2 dimensions. Le domaine affectif, s'il évaluait si l'enfant indiquait que la solitude impliquait d'être triste, effrayé ou déprimé, correspondant à la solitude émotionnelle. Et le domaine socio-cognitif évaluant si l'enfant indiquait que la solitude impliquait des relations insatisfaisantes. L'exclusion et l'insatisfaction vis-à-vis des relations sociales, correspondant à la solitude socio-cognitive.
L'enfant obtenait un score de 2 si les dimensions affectives et socio-collectives étaient toutes deux incluses, un score de 1 si une seule dimension était mentionnée, et un score de 0 si ces deux dimensions n'étaient pas mentionnées. Cette mesure a été utilisée avec succès auprès d'enfants présentant des troubles d'apprentissage et d'enfants atteints d'un retard mental dans une tranche d'âge similaire à celle des sujets de la présente étude. Ok, on continue. Ouais. Faut que je laisse ça afficher. Les exemples donnés par les enfants concernant leur expérience de solitude ont été analysés à l'aide d'une version modifiée du système mis au point de Seiders, Stipek et Feshbach. Les exemples donnés par les enfants étaient codés sur les dimensions suivantes. 1. Le locus de contrôle. Si l'événement était interne, par exemple, je ne sais pas comment me faire des amis, c'est pourquoi je me sens très seul pendant la réaction. Ou externe, par exemple, je me sens seul à l'école parce que les autres enfants sont méchants. Puis, du point de vue d'une personne autiste où on sait qu'on peut être rejeté à la première impression, si tu es au niveau 1 et que tu n'as pas trop de troubles, genre sur le spectre autistique, comment dire, yeah, tu sais que t'es rejeté, tu le sens que t'es rejeté, mais tu sais pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi. T'as pas les connaissances du pourquoi. C'est pour ça que c'est important de diagnostiquer une personne autiste quand elle est jeune aussi. Ça lui permet de savoir que il y a bien un truc qui va pas. C'est pas toi, c'est pas que toi entre guillemets. C'est aussi la manière dont les personnes neurotypiques te traitent. Il y a plusieurs personnes dans une relation. T'es pas toute seule. Ou externe, par exemple, je me sens seul avec la personne d'un genre. La présence d'un public, par exemple, un jour, je me tenais tout seul pendant que les autres garçons jouaient ensemble. Puis ils m'ont regardé fixement et je me suis senti très seul. À peine. Ou son absence, par exemple, je me sens généralement seul à l'école. Et 3. Exemple général ou spécifique, les réponses générales comprenant celles qui font référence à un type d'expérience large, par exemple. Je me sens seul quand je suis tout seul. Les enfants des. Les exemples spécifiques comprennent ceux qui indiquent l'enfant avec. Je vous jure, ça me fait bizarre à chaque fois que j'ai un truc genre tout seul. Je vais finir par dire toute seule. Juste because I can. En anglais, c'est bien, c'est pas genré. Ce qui indique que l'enfant avait une expérience particulière avec lui, par exemple. Hier après-midi, il n'y avait personne à la maison, les données étaient catégorielles avec un score de 0 attribué à un facteur externe. Ça veut dire un facteur externe de locus de contrôle, une query dans le genre, ça veut dire quelque chose. Locus de l'absence de public est un exemple général. Une note de 1 a été attribuée au locus de contrôle interne à la présence d'un public et aux demandes spécifiques. Les études antérieures ont été utilisées avec succès cet instrument. Cet instrument tant auprès de au développement typique que des enfants autistes à haut niveau de fonctionnement appartenant à la même tranche d'âge que les sujets de la présente étude. Ok. On continue. La fiabilité interévaluateur a été déterminée par deux évaluateurs qui ont codé indépendamment des réponses qui ont codé indépendamment les réponses des enfants sélectionnés au hasard. Les coefficients de
de généralisabilité. Voilà, Nick, je peux pas faire ça avec la FM. Ont été calculés sur 25% de l'échantillon, répartis de manière égale entre les sujets neurotypiques et autistes. Le coefficient de généralisabilité est considéré comme supérieur à de nombreux indices de fiabilité, car il prend en compte simultanément plusieurs sources de variance d'erreur. Agina, blablabla. Les coefficients G ne s'approchent que de 1 à 1 que lorsque la variance associée au sujet est importante, et que la variance associée aux évaluateurs est faible. Des coefficients G supérieurs 0,5 indique une fiabilité adéquate. Des coefficients G de 1 ont été obtenus pour les catégories affectives et socio-collectives de définition de la solitude. Les coefficients G pour chacune des dimensions des exemples de solitude étaient de 0,89 pour le locus de contrôle, de 1 pour l'inclusion d'un public et de 1 pour la dimension des exemples généraux par opposition aux exemples spécifiques. Les désaccords sur le locus de contrôle ont été discutés jusqu'à ce que les évaluateurs parviennent à un consensus. Juriste, lire la méthode, ça me fait chier. Mais bon, ça va permettre de mieux interpréter les résultats. Je vais boire un peu d'eau. Here we go. L'amitié, l'échelle des qualités de l'amitié. De toute manière, ma voix sera morte à la fin. Parce qu'on a 8 pages à lire et donc je vais continuer à mâcher. L'échelle des qualités de l'amitié Bulowski-Bovino s'appelle. C'est un questionnaire d'auto-évaluation qui évolue la perception qu'ont les enfants des qualités de leur relation d'amitié avec leur meilleur ami. Dans un premier temps, on demande à l'enfant de désigner son ou ses meilleurs amis. On lui demande ensuite de répondre aux questions de questionnaire en se référant à la relation qu'il entretient avec son meilleur ami. À moins que tu aies une autre personne autiste de niveau 1 avec toi, souvent. Bon. Le questionnaire contient 23 items notés sur une échelle à 5 points allant de 1, pas du tout vrai, à 5 tout à fait vrai. Ces 23 items reflètent 5 catégories de qualité de l'amitié. La compagnie, par exemple, mon ami et moi passons tout notre temps libre ensemble. Ok, ça c'est un des morceaux de l'amitié que je capte. La sécurité. Et maintenant que je suis ouvertement trans, je capte le côté safe. L'intimité, ça je suis pas certaine de capter. Et la confiance. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille moi en ce moment. Par exemple, si quelque chose me préoccupe, je peux parler à mon ami, même s'il s'agit de quelque chose dont je ne peux pas dire à d'autres personnes. Si vous voulez, moi j'accorde un degré de confiance aux différents amis, mais je pense que tout le monde fait ça, hein. Genre tel ami, tu as plus confiance que tel autre ami. Proximité, reflet du lien affectif, l'appréciation, par exemple, je pense à mon ami même quand elle n'est pas là. Okay. How should I put it? J'arrive pas à ça. Yeah. Ou alors j'y pense, mais genre, vraiment c'est en passant et ça dure que quelques secondes. En tout cas pour les amitiés. Être par exemple mon ami m'aiderait si j'en avais besoin. Ça, c'est marrant, mais j'ai confiance dans la plupart de mes amis pour ça. Les conflits, par exemple, mon ami et moi pouvons nous disputer souvent. Les dimensions de compagnie et conflits comprennent chaque item. Ok, moi d'avoir un petit conflit sur des sujets tant que ça escalade pas en quelque chose de trop chiant, entre guillemets. Les dimensions compagnie et conflit comprennent 4 items dans chaque catégorie. Les dimensions de sécurité, proximité et aide comprennent 5 items dans chaque catégorie. Les scores ont été calculés à partir de la moyenne de chaque catégorie, les deux coefficients alpha de compage. Trouver les trucs d'ANOVA. La fiabilité interne de chaque sous-échelle a été examinée à partir de 2 échantillons différents. L'échantillon 1 était composé d'élèves de CM2 de 6e. C'est traduit du coup. Et l'échantillon 2 était composé de
pas être trop loin de dire pour une fois. Élève de 5e, 6e et 7e année. Yeah, ouais. Ouais. Je ne suis pas très convaincu, enfin ça dépend. Faut voir. Toutes les sous-échelles des deux échantillons donnaient des coefficients de combage compris entre 0 sous blablabla. Si vous voulez comprendre les trucs statistiques, etc., de toute manière, ils vont nous donner les résultats après. Les procédures utilisées pour évaluer les définitions que les enfants donnent de l'amitié étaient similaires à celles employées pour évaluer leur compréhension de la solitude. On demande aux enfants de répondre à la question suivante. Peux-tu me dire ce qu'est un ami? La réponse était notée selon 3 critères. La compagnie, un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut jouer. L'intimité, par exemple, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut confier des secrets. C'est ça qui se sous-entendait par intimité. Généralement. Ok, du coup, là, c'est je capte, mais pour moi, c'est lié un peu à la confiance en même temps. Et l'affection, un ami, c'est quelqu'un qui tient à toi. Et je capte. Il a fallu que je devienne une adulte pour capter tout ça. Je captais pas quand j'étais gamine. Je captais que compagnie. Ça et ça, je captais pas. Les enfants ont obtenu un score correspondant au nombre de dimensions incluses dans leur définition, allant de l'inclusion des 3 dimensions pour un score de 3 à aucune des dimensions pour un score de 3 et aucune des dimensions pour un score de 0. En utilisant 25% de l'ensemble des réponses des enfants, la fiabilité des deux évaluateurs ont donné des coefficients de généralisabilité de 1 pour chacune des 3 dimensions. Ok. On continue. On continue. On est bientôt l'heure. Je souffre. Les récits de parents d'enfants autistes ont demandé aux mères d'indiquer le nombre d'amis que comptaient leurs enfants autistes. On leur a également demandé quel type d'activité leurs enfants pratiquaient lorsqu'ils jouaient avec ses amis et quelle fréquence il y avait des rendez-vous de jeu. Ça, c'est quand tu vis pas à la campagne. C'est un truc que j'ai détesté parce que la campagne, ça rend les amitiés encore plus difficiles. C'est genre un obstacle supplémentaire à l'autisme. Procédure. Les données ont été recueillies individuellement pour chaque enfant. Pour le groupe d'enfants autistes, les évaluations ont un lieu de laboratoire situé dans le campus de l'UCLA. Les mesures ont été effectuées dans une salle de classe isolée, à l'abri de toute interférence et de toute distraction, pendant que les enfants autistes étaient évalués. Leurs mères ont été interrogées à l'aide de la DIR, la majorité des... Ce qui est marrant, c'est qu'ils interrogent la mère, pas les pères. La majorité des enfants neurotypiques pourraient demander aux deux, hein. La majorité des enfants neurotypiques ont été évalués à leur domicile. Et toutes les mères ont été invitées à remplir des formulaires d'information démographique au cours de la visite. Alors, les résultats pour la solitude. Hop. La première série d'analyses s'est concentrée sur une compréhension par l'enfant du concept de solitude, une analyse variance ANOVA avec le groupe comme variable indépendante et le score total de la définition de la solitude comme variable dépendante, et relevé que par rapport aux enfants ne présentant pas des troubles de spectre autistique, les enfants autistes étaient nettement moins susceptibles de donner une définition complète du concept de solitude. Pas étonné. Seuls 30% des enfants autistes contre 73,7% des enfants neurotypiques ont pu donner une définition de la solitude intégrant à la fois les dimensions affectives et socio-connectives. On va voir jusqu'où ils poussent dans la recherche. Genre, je suis intéressé de savoir si une personne autiste elle a plus une définition de solitude socio-cognitive ou affective. Les analyses ont ensuite porté sur les pourcentages d'enfants de chaque groupe ayant donné des définitions incluant uniquement la dimension affective ou uniquement la dimension socio-cognitive. 32% des enfants autistes ont inclus de la dimension affective dans la définition de la solitude.
contre 73,7% des enfants neurotypiques. En revanche, aucune différence négative n'est observée dans les pourcentages d'enfants ayant inclus des déficiences socio-cognitives dans leur manière de la solitude. Unsurprising. Ça y est. Bah, je suis pas étonné, hein. Je suis pas étonné. Mais ça veut quand même dire qu'on ressent la solitude, entre guillemets, de manière socio-cognitive. Donc, genre, on comprend le concept et on comprend qu'on est seul, mais on sait pas bien pourquoi. Et effectivement, on est lent sur nos sentiments. Je suis très lente sur mes sentiments. Et du coup, je les réalise beaucoup trop tard. Je réalise les problèmes beaucoup trop tard. C'est pour ça que je fais du travail sur moi-même. C'est pour ça qu'on fait un switch sur que des articles scientifiques et qu'on quitte le gaming pendant un moment. Je suis un peu en train de me dire que je suis déjà une 2.0 comparé à ce que j'étais avant, mais 3.0 prévu pour début août. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de continuer à lire des tas et des tas d'articles scientifiques, pas qu'en stream, j'en lis beaucoup. J'en lis au moins un par jour à peu près ces derniers temps. Donc là, c'est le deuxième article que je lis aujourd'hui. Mais ouais. Je suis obligé de fournir un énorme taf socio-cognitif en utilisant des études pour être capable d'enfin comprendre les gens quand ils me disent sois gentil envers toi-même. Et il faut que je lise une étude pour comprendre parce que je suis autiste. Parce que je comprends pas la dimension affective que les gens me... Je vois qu'il y a un truc que je comprends pas. Mais je comprends pas. Les statistiques du test de Chicago n'ont révélé aucune différence négative sur aucune des trois dimensions en ce qui concerne le locus de contrôle. 37% d'enfants autistes attribuaient leur sentiment de solitude à des variables internes, contre 53% des enfants neurotypiques. La majorité des enfants, ça c'est pas étonnant, puisque la solitude vient aussi de variables externes pour des personnes autistes. Voir encore une fois le stream précédent. Contre des enfants neurotypiques, la majorité des enfants mentionnés en public, 73,7% des enfants autistes et 88,2% des enfants neurotypiques. Yeah. Et 58% des enfants autistes et 67,7% des enfants neurotypiques ont donné des exemples précis d'un moment où ils se sont sentis seuls. Ok. Yeah, c'est une galère de te rendre compte des choses après coup. Des fois, il faut juste que quelqu'un vienne te dire hey, au fait, t'as ressenti ça à tel moment. Ah bon? Et là, t'analyses le truc et tu fais est-ce que cette personne me gaslight ou est-ce que cette personne a raison? Et du coup, tu dois checker tes propres sentiments et ça prend du temps et les gens sont trop rapides. Les gens veulent que tu ailles vite et toi, t'es incapable d'aller vite. Enfin, les scores obtenus à l'échelle d'évaluation de solitude ont été comparés. Les enfants autistes se sont fait un état des sentiments de solitude plus marqués, M,5, 5,43 et 14,21, que les enfants neurotypiques, 5,27 et 6,42. On rappelle que c'était le plus haut score qui disait plus de solitude par rapport à ce qu'il montrait au-dessus. Ok. On enchaîne sur l'amitié. On enchaîne sur l'amitié. Dès qu'on a fini les résultats, on arrive enfin à la discussion, mais ça va prendre un peu de temps. Anova encore, comparé. Voilà. Portant sur les scores, les totaux de définition de l'amitié par rapport aux enfants Par rapport aux enfants neurotypiques, les enfants autistes ont donné des scores moyens inférieurs pour leur définition de la moyenne de l'amitié. Encore une fois, c'est pas étonnant. Dans l'ensemble, 47% des enfants neurotypiques contre 9,5% des enfants autistes. Ceci dit, tous les enfants sont encore en développement, mais du coup, il y a des retards de développement à ce niveau-là. Complète de l'amitié, incluant les trois dimensions de l'amitié, affective, intimité et compagnie. Peut-être parce que c'est pas comme ça que pour nous l'amitié se définit aussi. Faut aussi comprendre. Nous, on ne définit pas l'amitié comme ça, entre guillemets. Après, maintenant, je la définis comme ça. Mais parce que j'ai enfin fini de grandir, c'est juste qu'on prend plus de temps.
on prend plus de temps à comprendre le concept. En fait, on a notre... Dites-vous que le langage interne des personnes neurotypiques se forme très très vite. Mais du coup, nous, on a deux langages. On a le langage entre personnes autistes de niveau 1. On a le langage aussi pour les personnes neurotypiques. Et la difficulté, des fois, c'est de switcher d'un langage à l'autre et de se rappeler qu'on est entouré de personnes autistes. Juste avant, en fait, tu étais entouré de personnes neurotypiques et t'as pas refait le switch. Et ça m'est arrivé plutôt régulièrement, ce problème. J'ai oublié de refaire le switch. Du coup, c'est aussi pour ça que des fois, j'ai du mal dans des groupes d'autistes. Parce que je suis trop... En fait, des groupes d'autistes qui sont pas mes amis, j'ai du mal. Des groupes d'autistes qui sont mes amis, c'est bon. Le switch est déjà fait, ça se fait automatiquement. On continue. En approfondissant l'analyse et les définitions données par les enfants des statistiques de Chicago ont été calculées pour la démon. Sur le pourcentage d'enfants de chaque groupe ayant fondé des dimensions ne comportant qu'une seule dimension, concernant la dimension affective, 41% des enfants autistes l'ont incluse. Je suis pas étonné qu'on 73,7% des enfants neurotypiques. 59% des enfants autistes ont décrit un ami comme un compagnon, alors que 89,5% des enfants typiques l'ont décrit comme un compagnon. Finalement, 40,9% des enfants autistes ont inclus l'intimité dans la définition, comparé à 68,4% des enfants neurotypiques. Les groupes différents de l'intimité ont une différence significative. J'avais la flemme. J'avais la flemme de copier-coller si peu. Et du coup, la traduction est... Voilà. Les 22 enfants autistes sont tous pu désigner un meilleur ami avant de passer... Ouais, t'as quand même de passer à l'échelle de la qualité de l'amitié. Leur score de ce questionnaire a été comparé à ceux des enfants neurotypiques à l'aide d'une MANOVA, avec le groupe comme variable dépendante et chacune des sous-échelles. Je vais boire. Et chacune des sous-échelles, compagnie, sécurité, proximité et conflit comme variable dépendante. La MANOVA F critère de Willis a été suivie d'une ANOVA individuelle et les résultats ont indiqué que les enfants autistes obtenaient des scores plus faibles sur les sous-échelles de la compagnie, de la sécurité et de l'aide. On va voir les résultats donnés par la mère. Il n'y avait pas une troisième dimension qui aurait dû être testée? Un doute. Ou alors on l'a dit. Mais pour le moment, je ne suis pas étonné de tous les résultats qu'on lit. Une comparaison entre la mère et les enfants reporte un nombre de meilleurs amis à révéler une différence significative. Test T appareillé T21 Tadala, déclaration des mères concernant le nombre d'amis de leurs enfants depuis quel temps a été supérieure à celle de leurs enfants. Yeah, ok. C'est bon à savoir. Donc les mères, elles pensent qu'il y a plus d'amis que l'enfant en elle ou lui-même. Genre... Certains thèmes généraux ressortaient clairement des commentaires des mères concernant l'amitié de leur enfant, en particulier ceux portant pour la fréquence et le contenu des jeux. Premièrement, les mères décrivaient souvent les relations qu'elles souhaitaient voir s'établir plutôt que les relations réelles. Par exemple, il dit que Joe est son meilleur ami, mais Joe l'ignore la plupart du temps. Deuxièmement, les mères décrivaient les amitiés de leur enfant comme étant centrées sur des jeux. Dans la plupart des cas, des jeux vidéo, quand ils appliquaient peu d'interaction. Une mère a écrit par exemple quand elles jouent ensemble, ils choisissent des jeux qui impliquent un contact minimal entre eux. Ils choisissent très souvent de regarder des vidéos, de jouer aux jeux vidéo, des jeux de société. Ouais, j'étais un peu comme ça quand j'étais gamine.
Les maires ont indiqué que la plupart des interactions avec les amis avaient lieu à la maison ou à l'école. Les enfants autistes prenaient rarement l'initiative de jouer avec leurs voisins. Enfin, la majorité des enfants autistes comptaient au moins un enfant d'éducation spécialisée parmi leurs amis. Et dans quelques cas, un de leurs amis était un membre de leur famille. Ouais, on va dire que je ne suis pas étonné. Les neurodivergences commencent à rester entre elles, et s'il y a de la neurodivergence dans la famille, il y a des chances qu'il y ait de la neurodivergence. Tu t'entends bien avec le monde de la famille qui est neurodivergent. La qualité. Bon, grosso merdo, on voit bien que pour les personnes typiques, la qualité des amitiés est toujours plus grande. Il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de photos. Il y a. À voir là où c'est. Il y a. La différence, c'est pas trop sur l'intimité. Il y a. Sur la sécurité, ouais, sur l'aide, sur le conflit. Par contre, sur le conflit aussi. Parce que bon, on est des personnes qui n'hésitent pas à débattre en règle générale. Du coup, je suis pas trop étonné. Je suis pas trop étonné que les résultats soient pas trop significatifs sur ces deux sujets. Sur la sécurité, se sentir en sécurité, c'est compliqué. Ok, oui, c'est une groupe association. Ma voix est déjà morte. Au sein des groupes, le lien entre la solitude et l'amitié a été examiné dans chaque groupe. Peu de liens entre la solitude et l'amitié ont été observés chez les enfants autistes. Dans la définition de la solitude, une dimension socio-cognitive était associée à la proximité dans l'échelle d'évaluation de la qualité de l'amitié, tandis que la dimension affective était négativement associée au sentiment de sécurité. La dimension générale spécifique de la solitude était associée à la compagnie dans la définition de l'amitié. Hop. Non, si je... Ouais, on va l'ajouter. En revanche, la perception et la description des relations amicales et de la solitude étaient étroitement liées chez les enfants du groupe de référence. C'était... Pour nous, c'est deux choses différentes. La solitude et les amitiés sont deux choses différentes versus c'est lié pour l'autre groupe. Euh, Dans cet échantillon, les scores totaux de la définition et de la solitude étaient associés aux scores totaux de la définition de l'amitié. Et plus particulièrement la dimension de compagnie, de cette définition, le score total de la définition de la solitude était également associé à la dimension. Des sociaux de sécurité de l'échelle d'évaluation de qualité et de l'amitié, désolé. La dimension socio-cognitive de la définition de la solitude était associée à la compagnie dans la définition de l'amitié, à la sécurité dans l'échelle d'évaluation de la qualité de l'amitié. L'inclusion d'un public dans la solitude. La prise en compte d'un public dans l'exemple de la solitude est associée au score total de la définition de l'amitié et de l'inclusion, de l'affection et de la trinité dans la définition de l'amitié. Le score total de la solitude issue de l'échelle d'évaluation était négativement associé à la proximité dans l'échelle d'évaluation de la qualité de l'amitié. By the way, je viens de réaliser, mais pour des personnes qui débarquent, oui, je lis vite. Je lis très vite. Parce que j'ai pas que ça qu'à faire. Et la vidéo, elle prend. J'aimerais bien que le temps que je passe sur les articles dure 1 heure. Mais la réalité, c'est que je vais y passer 2 heures à chaque fois. Et sachez que je vais souvent dissonner parce que des fois, j'aimerais aller plus vite.
parce que je suis ralenti par ma vitesse de parole. La présente étude s'est penchée sur la solitude et l'amitié chez les enfants autistes à haut niveau de fonctionnement. Plusieurs questions étaient abordées. Ces questions portaient sur la question de savoir si les enfants autistes ressentent de la solitude et s'ils ont des amis, ainsi que leur compréhension, ainsi que leur compréhension de la solitude et de l'amitié. En posant ces questions, nous avons examiné. Je suis désolé. Je me demande si ça fait une différence le inline correction. Non. Et sur leur compréhension de la solitude et de l'amitié, en posant ces questions, nous avons également examiné en quoi l'autisme pouvait différer du développement typique et comment ces différences pourraient s'inscrire dans les débats théoriques actuels sur le domaine, dans le domaine de l'autisme. Dans l'ensemble, les résultats de cette étude ont une pertinence tant sur le plan clinique que théorique pour notre compréhension des caractéristiques socio-émotionnelles des enfants autistes. Agreed. Genre la différence où le développement socio-cognitif est fait, mais pas le développement affectif. C'est quelque chose. Vous avez tout le tableau. Et pour les corrélations. Techniquement, ça redit ce qu'on a dit avant, et j'ai la flemme de tout bien lire. Donc, vous avez le tableau. Les premières questions portaient sur le fait de savoir si les enfants autistes se sentaient seuls. L'hypothèse était que si les enfants autistes se sentaient seuls, c'est qu'ils devaient éprouver un désir social de nouer des relations. De même, s'ils aspirent à des relations sociales, ils reconnaissent probablement l'importance des autres dans la formation de l'amitié. Ces hypothèses reposent sur l'idée que la solitude survient généralement lorsqu'on reconnaît l'absence de relations étroites et intimes ou lorsqu'on ressent le manque d'un groupe, le manque d'un groupe social accessible. Ok. Nos résultats suggèrent que les enfants autistes se sentent bel et bien seuls. Le fait que des enfants autistes déclarent se sentir seuls révèle un intérêt particulier car ce constat contredit les rapports cliniques suggérant que les enfants autistes ont un désir fondamental de solitude. En même temps, peut-être qu'il faudrait nous écouter quand on vous le dit. C'est juste, on a observé que ces personnes avaient envie d'être tout le temps seules. Je viens de finir ma première gorgée. De plus, ce résultat remet également en question la mesure dans laquelle les enfants autistes ont du mal à comprendre les pensées, les sentiments et les désirs des autres. Du moins, pour les enfants autistes de haut niveau de fonctionnement, nos résultats suggèrent que les enfants autistes ont le désir social de s'impliquer dans les relations avec les autres. Ah ah! En tout cas, sur une échelle socio-cognitive, du coup, pas forcément affective. C'est peut-être ça le problème. Ce qui fait que ça rajoute encore une difficulté, c'est que tu veux pas une amitié complète, entre guillemets. Tu veux la moitié d'une amitié et les gens, ils veulent une amitié complète. Et toi, t'es là, non? Le fait que les enfants autistes souhaitent s'impliquer dans des relations sociales est également corroboré par le constat selon lequel tous les enfants autistes ont déclaré au moins avoir un ami. Cependant, même si les enfants ont déclaré avoir un meilleur ami, cette certitude n'a pas atténué leur sentiment de solitude. En effet, les enfants autistes ont ressenti de la solitude de manière plus intense et plus fréquente que les enfants neurotypiques. Comment l'expliquer? Plusieurs explications sont possibles. Il doit y avoir une fréquence. Loneliness definition, c'est sur 1. Affectif. On va continuer, on va bien voir où on va. Sauf que c'est une étude avec laquelle je suis plutôt d'accord en vrai, parce que ça correspond à mon vécu. Une explication possible est que les enfants autistes perçoivent la solitude différemment que les enfants neurotypiques. Oui, c'est ce que les résultats que vous avez chopés disent. Le résultat suggère que c'est effectivement le cas en analysant les définitions de la solitude données par les enfants. C'est encore une fois, voilà, on n'a pas
On n'a pas le même langage, on n'a pas le même type de solitude, on n'a pas le même type d'affection, entre guillemets. Et du coup, bah, ça rajoute une barrière supplémentaire. Tu peux pas devenir vraiment ami avec une personne neurotypique. Parce que bah, la personne, elle est trop différente de toi, en fait. Trop différente de ton propre fonctionnement. Et c'est... Ce sera toujours le cas, en fait. Mais du coup, bah, tu le sais. D'ailleurs. Euh... Jean Claire analysant les solutions par les enfants, deux formes de solitude ont été mises en évidence: la solitude émotionnelle, où l'enfant identifie des sentiments de tristesse, de dépression et de vide, et la solitude socio-cognitive. Par contre, les enfants autistes qui ont développé un peu de solitude émotionnelle, enfin affective, comme j'ai fini par développer au fur et à mesure des années, c'est là où tu vas pouvoir commencer à t'entendre un petit peu plus avec des personnes neurotypiques, mais il y aura toujours le problème, il y aura toujours des problèmes. C'est juste, c'est le masque, quoi. C'est... Yeah. C'est pas très joyeux les trucs qu'on lit en ce moment. On lira d'autres trucs après. Solitude émotionnelle, l'enfant identifie des sentiments de tristesse, de dépression et de vide. Et la solitude socio-collective, l'enfant identifie l'inexibilité d'un groupe social, l'exclusion par les autres ou le fait d'être seul. Alors que les enfants neurotypiques définissent et comprennent la solitude comme le fait d'être seul sans personne avec qui jouer et des sentiments de tristesse, la majorité des enfants autistes définissent la solitude uniquement sous l'angle du fait d'être seul. Ils ont tendance à ne pas associer de sentiments émotionnels, par exemple la tristesse et leur solitude. La prise en compte exclusive de l'aspect socio-cognitif suggère que l'interprétation de la solitude par les enfants autistes est acquise par l'auto-évaluation. Ou la comparaison sociale de l'expérience avec celle des autres. Ouais, c'est souvent comme ça que tu fais. T'es quand même capable de comparer la situation, tu vois bien, quoi. Avec leurs propres expériences sociales passées, l'auto-évaluation ou la comparaison sociale n'implique pas une réflexion sur les sentiments tels que la tristesse, la peur, le vide ou la dépression. Il se peut que les enfants autistes aient des difficultés à relier les sentiments à leur connaissance de la solitude. Yeah. Alors, faut aussi dire un truc. Ça veut aussi dire un truc qui est un peu génial, mais toutes les amitiés que tu vas forger en tant que personne autiste, ce sont des amitiés qui sont beaucoup plus géniales que la moyenne. Elles sont fondées sur plein de choses. Par contre, par contre, faut faire attention à l'aspect affectif de tes amitiés autistes. Parce que bah, vous n'avez pas forcément le niveau pour gérer une amitié affective. Par contre, sur un plan intellectuel de discussion et de... Alors, en particulier si c'est des loisirs, si c'est un loisir commun, là, ça fonctionne de ouf. Euh, Peu importe le niveau d'autisme, en vrai, à ce niveau-là. Si c'est une discussion intellectuelle sur un truc que vous adorez en commun, ça va passer nickel. Une autre explication au fait que le fait d'avoir des amis ne diminue pas les sentiments de solitude chez les personnes autistes tient à la façon dont les enfants eux-mêmes perçoivent la signification d'un ami. Les enfants neurotypiques définissent généralement un ami en termes de compagnie, d'affection et d'intimité. En revanche, les enfants autistes intègrent moins souvent ces dimensions. Ainsi, les enfants autistes ne peuvent pas percevoir le rôle d'un ami de la même manière que les enfants neurotypiques. Exactly. En tout cas, c'est bien de savoir qu'il y a vraiment une différence entre guillemets. C'est pas juste, comment dire, c'est pas que moi en fait. Il y a une différence. Cette hypothèse est en partie corroborée par le fait que les enfants autistes ont évalué la qualité de leur relation avec leur meilleur ami comme étant inférieure à celle des enfants neurotypiques. Plus précisément, les enfants autistes ont jugé que la qualité de leur relation avec leur ami était moindre en termes de compagnie, de sécurité, de confiance et de soutien. Les enfants autistes peuvent donc se sentir seuls parce que leurs amitiés sont de mauvaise qualité et ne leur apportent pas la sécurité et la compagnie nécessaires pour atténuer leur sentiment de solitude. I just realized something.
Oh, that's bad. Feelings are hard. Je vais pas détailler ce que je viens de ressentir. Toujours est-il que à la définition des qualités, c'est pour ça qu'il faut continuer, essayer de forger des relations régulières. Hmm, à titre personnel, moi je préfère rencontrer les gens individuellement régulièrement. Du coup, ça permet aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils font, leurs idées, etc. Et ça leur permet d'être eux-mêmes le plus possible que dans un groupe. À la limite, je prends une personne que je connais bien et je lui dis n'hésite pas à inviter une nouvelle personne parce que c'est bon, je connais cette personne suffisamment et je suis intéressé de voir ce qui se passe quand on rajoute une personne dans le groupe et je suis intéressé de voir si la personne elle a des amitiés avec qui je pourrais fonctionner. It is what it is. Une constatation vient toutefois affaiblir la force de cet argument. Dans cette étude, nous avons constaté que les enfants autistes obtenaient des scores similaires à ceux des enfants neurotypiques en matière de proximité. Un niveau élevé de proximité devrait contribuer à atténuer le sentiment de solitude car la proximité inclut les éléments reflétant un sentiment d'affection ou de caractère unique que les enfants éprouvent envers la vie. Cependant, la proximité peut être évaluée comme élevée car les enfants autistes décrivent une situation idéale plutôt qu'une situation réelle. D'un autre côté, il se peut que les concepts de solitude et d'amitié ne soient pas liés de la même manière chez les enfants autistes que les enfants neurotypiques. Ok, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Comme on me l'a dit, je suis souvent dans mes fantasies. Et j'aimerais que mes fantasies soient réelles. C'est juste que quand tu grandis, tu t'aperçois de la différence entre ce que tu as dans ta tête et le monde réel. C'est ce que t'aimerais. Et du coup, tu dis, c'est ce que j'aimerais. Et du coup, il faut l'exprimer. C'est pas facile. En effet, nos résultats indiquent que la perception et la description de solitude et d'amitié étaient totalement liées chez les enfants neurotypiques mais pas chez les enfants autistes. Les liens observés chez les enfants neurotypiques relient la solitude et l'amitié de telle sorte à ce que ces deux concepts, bien que différents, resteraient étroitement liés. La proximité dans les relations amicales neurotypiques réduit la solitude, la perception d'un ami comme un compagnon est associée à une moindre solitude, la compréhension de la solitude est liée à la compréhension de l'amitié. Et l'entourage joue un rôle important tant dans la solitude que dans l'amitié. Les enfants neurotypiques comprennent donc que lorsqu'on saisit ce qu'est un ami, on reprend également ce que cela signifie lorsqu'il n'y a pas d'amis à proximité. Les enfants autistes ont démontré une compréhension de l'amitié, mais cette compréhension n'a pas été mise à profit pour réduire les sentiments de solitude. Les enfants autistes peuvent manquer du lien affectif nécessaire pour lier ces deux contextes et deux concepts étroitement liés. C'est parce que je suis en train de penser à des trucs en même temps. Ah, ok, la voix est complètement HS, mais ça c'était prévisible. Je ne peux plus faire de voix femme actuellement. Même un petit peu femme, c'est peut-être qu'il va y avoir des petites lances. Non, Euh, mais oui, du coup, on arrive à un problème. Genre, vous voyez là, dans le cadre de la recherche, ils sont partis par défaut que les deux devaient être étroitement liés. Ils sont partis par défaut que les deux devaient être étroitement liés. Mais moi, de mon point de vue de personne autiste, je vais dire un truc tout con, je vais dire, pourquoi vous pensez que ça devrait être étroitement lié? Pourquoi vous pensez que c'est forcément lié d'avoir des amis et de ne pas se sentir seul? On peut avoir beaucoup d'amis et se sentir seul malgré tout parce que la plupart des amis n'ont pas de bonne qualité de relation. Mais chez les personnes typiques, ils créent des bonnes qualités de relation. Mais du coup, il y a... Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être plus facile de forger des relations de qualité quand t'es neurotypique que quand t'es autiste. Parce que justement, t'es trop différente et c'est bizarre. L'une des questions importantes à aborder dans cette étude était de déterminer dans quelle mesure les résultats de la compréhension qu'ont les enfants de solitude et d'amitié pourraient contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes psychologiques sous-jacents aux déficits socio-émotionnels des enfants autistes. Les approches théoriques affectives et cognitives proposent des explications différentes concernant les déficits fondamentaux observés chez les enfants autistes. Ok.
La théorie cognitive met l'accent sur la difficulté à déduire les états d'esprit d'autrui. Oui, bah, ça va être étonnant. Ainsi que les difficultés à raisonner sur des situations hypothétiques. Le fait que les enfants autistes au niveau de fonctionnement rapprochent de degrés élevés rapportent de degrés élevés de solitude rend rend cette interprétation de déficit fondamental moins probable. Pour se sentir seul, l'enfant doit être capable de se refléter à travers le regard d'une autre personne, soit en se sentant rejeté, soit en se sentant rejeté, soit en se sentant rejeté. On rappelle l'étude précédente qui disait que les personnes nous rejetteraient par défaut rien qu'en première impression. Soit en ressentant l'absence d'une autre personne pour combler ses besoins émotionnels, solitude émotionnelle. Ainsi, l'expérience de la solitude repose sur la compréhension qu'a l'enfant de soi-même en tant qu'entité distincte et sur la déduction d'autres états d'esprit concernant le soi. En somme, le pire, c'est quand t'es autiste, c'est que personne ne te dit que t'es autiste, tu comprends rien à ce qui se passe. Tu comprends pas pourquoi toi en particulier, ça fonctionne pas. Le fait que les enfants autistes se sentent seuls jette le doute sur l'explication cognitive du déficit fondamental. Yeah. Ça fait longtemps que la recherche a bien débunké le tout. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est juste que ça date des années 2000, donc c'était une des recherches qui aidait sur ce truc. On y est bientôt, on a bientôt fini. Parce qu'après Acknowledgement, il y a les références et on en a fini. Je verrai si je dirais des trucs à rajouter, mais je pense pas en vrai. La conception affective de l'autisme prédit des difficultés dans la capacité de s'attacher émotionnellement à un ami. Selon cette conception, les enfants autistes seraient moins enclins que les enfants au développement technique à intégrer la dimension émotionnelle de la solitude. En effet, nos résultats confirment que cette conception. Les enfants autistes participant à la présente étude étaient plus enclins à appréhender la solitude d'un point de vue cognitif. Ainsi, leur solitude pouvait avoir été acquise par le biais de processus cognitifs et l'observation de comportements d'autres enfants, et non nécessairement par le biais d'une expérience émotionnelle. D'autres résultats de la présente étude confirment également la perspective affective moins associée entre l'amitié et la solitude par rapport aux enfants de développement typique. L'incapacité à utiliser la proximité pour réduire la solitude et la faible fréquence d'apparition des dimensions plus affectives dans la fusion d'un ami, affection et amitié. Jurer les gifs qui traînent dans mon OBS, ça me termine. Parce qu'à chaque fois, du coup, je suis en train de jeter un coup d'œil, je me dis, est-ce que je suis en train de louper un redeem? Ces résultats soutiennent l'idée que les enfants autistes ont une compréhension insuffisante des aspects émotionnels, tant de la solitude que l'amitié. Yeah, et puis tu les comprends plus tard dans ta vie, et quand tu les comprends plus tard dans ta vie, c'est compliqué. Il se peut, comme l'a suggéré Hobson, que connaître un ami revienne à vivre des relations réciproques fondées sur des sentiments. Une telle connaissance pourrait faire défaut aux enfants autistes à un haut niveau de fonctionnement. Yeah! Parce que pour nous, c'est pas des sentiments, c'est on veut partager des choses intellectuellement avec les autres. On veut pas juste des sentiments. Les sentiments s'attachent au fur et à mesure. Une fois que tu as partagé les choses. Tant que tu n'as pas partagé, tu peux pas avoir de sentiments. C'est con à dire, mais c'est ça. Genre, c'est le protocole d'entrée des sentiments. L'un des principaux apports de cette étude est de montrer que les enfants autistes au niveau de fonctionnement ont le sentiment d'avoir des amis. Il convient toutefois de noter que certaines limites l'une d'elles et que les résultats reposent seulement sur des auto-évaluations et des entretiens avec les enfants. Obtenir des informations directement auprès des participants fournit des données importantes, mais ce processus peut également rendre difficile la distinction claire entre un récit souhaité par les participants et un récit réel. De plus, les nominations réciproques d'amitié n'ont pas été prises en compte dans la présente étude, ce qui rend plus difficile de déterminer si les enfants autistes ont des amitiés réciproques ou uniquement des amitiés unilatérales. Et tu sais que tes amitiés deviennent réciproques quand les personnes commencent à venir te chercher. C'est ça aussi, j'attends de voir si les personnes finissent par venir me chercher d'elles-mêmes. Si elles viennent pas me chercher, elles viennent pas me chercher, it is what it is. Je sais pas, je me dis, avec cette personne-là, ça collera pas. Mais il faut faire l'effort d'aller chercher plusieurs fois avant de laisser la personne voir si elle t'envoie d'elle-même un message.
bien 5 fois à peu près. En général, c'est à peu près ma dose de... J'invite les personnes à faire des trucs 5 fois, et puis au bout d'un cinquième fois, si la personne finit par m'envoyer d'elle-même des messages, je me dis, là, je vais pouvoir développer une amitié, là, je vais pouvoir développer des feelings avec la personne. Il y a un protocole d'entrée, entre guillemets. C'est con à dire, mais c'est pas tout le monde. Euh, C'est pour ça que je définis plus les amis comme d'un point de vue extérieur, peut-être qu'une personne peut me définir comme ami avec une autre personne, mais moi, pour moi, je ne suis pas encore. Ou alors, si la personne me dit qu'elle se sent amie avec moi, là, je suis en mode Si la personne dit qu'elle est amie avec moi, il serait peut-être temps de considérer que je me sens ami avec elle. Et ça pose de la réflexion, et je pose la réflexion, des fois, je me dis ça mange pas de pain, c'est ok. Je peux bien être ami avec cette personne si elle se sent amie avec moi. Mais je resterai moi-même en termes d'autiste. Je resterai, ce sera toujours des invitations en 1v1 avec un aspect socio-cognitif. Et ça, c'est un de mes défauts, mais j'ai pas envie de le changer parce que ça me permet de forger des amitiés qui sont plus fortes, entre guillemets, plus solides. Plus solides que directement avoir une dimension affective et empathique. Non, elle se mérite. Elle se mérite, elle est plus dure à avoir, mais quand elle arrive, elle est méritée. Et elle est agréable. Euh, De même, la différence entre le rapport de l'enfant et de la mère concernant le nombre d'amis peut s'expliquer par le fait que les mères surestiment le nombre d'amis que leurs enfants ou que leurs enfants eux-mêmes ne reconnaissent pas certaines de leurs connaissances comme des amis. Les observations de diades d'amis, comme quoi les personnes concernées en savent plus que la personne qui observe. Euh, Diades d'amis n'ont pas été incluses dans la présente étude car au départ, il n'était pas clair si les enfants autistes avaient des amis. Et on en était là. Waouh. Bien sûr qu'on peut avoir des amis. Il est également important de noter que nos conclusions peuvent s'étendre qu'aux enfants autistes à haut niveau de fonctionnement. Donc on parle de niveau 1 actuel et sinon de neurodivergence. C'est juste que pour la science, il faut bien pouvoir catégoriser les choses. Qui représente 25 à 30% de la population autiste. C'est pour ça que c'est à peu près divisé en 3 niveaux. 30%, 30%, 30%, 33, 33, 33. Étant donné que la majorité des enfants autistes représentent également un retard mental, les études portant sur les enfants au niveau de fonctionnement, bien que relativement rares, fournissent des informations importantes sur la nature de l'autisme, distinctes du retard mental et peut être non faussé par celui-ci. De plus, ce sous-groupe d'enfants a souvent été négligé dans les considérations thérapeutiques, alors qu'il pourrait bénéficier d'interventions spécifiques. Oui, oui, oui. Étant donné que nous sommes concentrés sur les enfants autistes au niveau de fonctionnement, les applications de cette étude pour les enfants présentant également un retard mental devraient être prises en compte dans de futures études. Thanks. Par contre, j'ai pas mangé, je commence à avoir faim. Oui. You learn the French word. You learn. You're learning, Valtteri. I'm just agreeing with that shit. Like, for once, I like a study, you know? It's like, it's a 2000, hopla. I should make it a rhythm, like, saying, hopla, or something like, hopla, in a femme voice. I'm gonna make it a rhythm. Hopla. But I'm just agreeing with all that shit because like for once it's a 2000 study, so it has limitation because a lot of things they are talking about are already debunked in 2026. Like in 26 years, there was time to do better, and they did better on some aspects.
research is kind of slow. I think the study to confirm the shit they are talking about is in 2015. So yeah, 2015 and 2020, which is absurd, but it is like that. But you know, yeah, vitesse de la recherche. J'en finis et je quitte le stream. En résumé, cette étude contribue à la fois à notre compréhension des déficits socio-émotionnels liés à l'autisme et aux approches théoriques de l'autisme. Le constat selon lequel les enfants autistes font état d'une plus grande solitude et d'une moindre satisfaction vis-à-vis de leurs relations amicales est préoccupant. Les enfants autistes peuvent tirer profit de programmes thérapeutiques spécifiques visant à enseigner les connaissances et la compréhension sociale plutôt que d'efforts visant à les inciter à s'impliquer socialement. Oui, je suis d'accord, pour développer plus d'affection et d'empathie. De plus, les études d'intervention future devraient examiner le rôle important. Il me semble que c'est ce qu'ils ont fait un peu d'ailleurs. Euh, de plus, les études et interventions futures devraient examiner le rôle important que les parents et les enseignants pourraient jouer à faciliter la formation des amitiés sur les soutenir les relations durables chez l'enfant autiste. Oui. Je vais pas m'emmerder avec l'acknowledgement, je suis désolé. Je suis agréablement surprise du nombre de références. Genre, c'est bien. Et vu que j'ai fait l'erreur sur Broader Autistic Phenotype, je pense que la prochaine étude sera sur les personnes BAP, notamment parce que je pense en connaître. Et genre, c'est des personnes souvent qui sont un petit peu mon pont entre. Elles ont un peu de mal avec moi, j'ai un peu de mal avec elles, mais à la fois elles me comprennent plus que des personnes neurotypiques. Du coup, je pense que les prochaines études se focuseront sur les personnes BAP. Parce que en fait, c'est des gens que j'ai envie de comprendre. Du coup, j'espère trouver des trucs. Et du coup, le prochain record sera lundi. Valkyrie, I'm gonna close the stream. Next record will be on Monday. And I will just search some stuff on broader artistic phenotype because I don't wanna do the mistake, and I'm interested in it, and I think it's gonna be useful for my future to research this. So thank you for coming, everyone. Merci d'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine fois. Hop là!